Je m'appelle Félix Libris et j'exerce le métier de lecteur sonore. Ça veut dire que je lis en fait des textes pour les autres, pour leur faire découvrir des livres. Et un peu comme un musicien soliste va interpréter une partition devant un public, j'arrive et je lis le texte en l'interprétant. C'est-à-dire que je vais essayer d'être en accord avec le style, l'ambiance de l'auteur. Donc c'est pour ça que j'insiste toujours que ce métier est en fait plus proche du métier de musicien, qui a un rapport plus musical au texte que le rapport avec le comédien. En me voyant sur scène, on se dit, tiens, c'est un comédien, puisque c'est un type sur scène qui parle aux autres. Mais le comédien, c'est quelqu'un qui a envie de jouer un personnage, qui a envie d'être un autre, et qui va donc rentrer sur scène en étant un autre, une image. Il entre en tant qu'image. Tandis que le lecteur, ou le musicien, si vous voulez, il rentre sur scène chargé d'une énergie, concentrée, et c'est quand il va commencer à interpréter qu'on va voir d'autres images que lui. C'est-à-dire le lecteur, en lisant, va faire apparaître le monde qu'il lit, et normalement, on l'oublie. On ne le voit plus. Ça, c'est assez magique. Et ça, c'est vrai quand on l'interprète. Et c'est pour ça que ce n'est pas le même métier que comédien. C'est important de préciser, parce que là-dessus, il y a un flou. Et que beaucoup de comédiens, beaucoup de très bons comédiens ne sont pas obligatoirement de bons lecteurs. Et un bon lecteur n'est pas... disons qu'en tout cas, il y a un rapport au texte, mais il n'a pas l'envie d'être obligatoirement un comédien. Donc ce sont deux fonctions différentes, comme un peu pourrait l'être... vous faites médecine, vous voyez, et puis ensuite vous devenez pédiatre ou chirurgien, mais ce n'est pas les mêmes métiers. C'est la même base, on partage les mots aussi, mais la volonté, l'envie, la démarche presque psychologique n'est pas la même. Alors, c'est vrai que, bon, je suis un fils unique, ce qui peut être... j'en suis pas fier spécialement, mais enfin, je suis fils unique, et c'est peut-être une des raisons qui m'a facilité peut-être le rapport au livre. C'était un monde dans lequel on pouvait rencontrer des gens, et même les auteurs deviennent des amis. Hein, on s'attache à un auteur, c'est quelqu'un avec qui on peut dialoguer. Donc c'est vrai que très tôt, il y a eu un amour de la littérature, mais que je gardais un petit peu pour moi, puisque la solitude de l'enfant unique empêche de le partager avec les frères et sœurs. Et bah, spontanément, un jour, je me suis dit assez tôt que ça serait pas mal de le partager. La seule manière de le partager, il m'a semblé, c'est de prendre son livre et de lire ce qu'on aime, par exemple un passage, aux autres, peut dire, tu vois, ça c'est un passage vachement bien, regarde, je te le lis, et ça c'est une bonne manière de donner envie, comme un peu on ferait écouter, encore une fois, un morceau de musique, on dit, regarde, j'adore ce disque, je te fais écouter cet extrait, tu vois, c'est super, et là on donne envie aux gens d'écouter le disque ou lire le livre. Je crois que ça a toujours été présent, et comme beaucoup de choses, on n'en a pas conscience, mais c'est là, caché à l'intérieur, on est avec cette envie. Puis surtout que c'est un métier qui n'existait pas. Donc je ne pouvais pas me dire, tiens, je vais faire ce métier puisqu'il n'existait pas. Mais j'ai à un moment donné, effectivement, comme j'ai fait le conservatoire, j'ai fait comédien un certain temps. Et ça m'a permis de me rendre compte que, même si ça me réussissait plutôt bien, j'ai assez vite très bien gagné ma vie, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas, parce qu'en fait, je n'avais pas envie d'être un autre. Enfin, j'avais envie d'être avec des autres, mais je n'avais pas envie d'être un autre, et je n'avais pas envie d'être une image. Je trouvais ça très troublant. Et c'est pour ça que je comprends bien les comédiens, parce que quand on est comédien, c'est de ça qu'on a envie. On a envie d'être régulièrement un autre. Et donc j'ai pris conscience que ce n'était pas du tout le même métier, enfin, on n'avait pas le même désir,
Et je suis allé un jour lire dans des bars. Et je me suis dit, je quitte tout et je vais dans des bars lire des textes à des gens qui sont là. C'est un peu difficile au départ, je ne m'en rendais pas compte, mais imaginez, vous êtes là tranquille à manger, et puis un type qui va vous lire des textes, ça peut être pénible. Moi-même, je n'apprécie pas toujours quand quelqu'un vient jouer un morceau. Bon. Mais ça a été au départ un bon exercice, parce que vous devez réellement faire attention au public. Vous avez un vrai rapport au public, vous devez le convaincre, sans l'énerver, sans forcer, et quand même essayer pour vous-même de réussir ce challenge, c'est-à-dire de lire quelque chose et de leur faire plaisir. Et puis peu à peu, je ne sais pas pourquoi, ça a marché, et les gens ont aimé, le restaurateur a créé un rendez-vous régulier, et puis voilà, j'ai commencé à faire de plus en plus de lectures, jusqu'au moment où on m'a même demandé d'enseigner ça à la Sorbonne. Donc de temps en temps, je vais à la Sorbonne enseigner la lecture à voix haute. Mais voilà, c'est un parcours sur une vingtaine d'années. Alors, quand j'ai fait le conservatoire, comme je vous l'ai dit, enfin, ça me plaisait, c'est passionnant de jouer des personnages, mais encore une fois, ça ne me convenait pas. Et on a l'occasion quand même au conservatoire de faire des lectures. Alors, les lectures des comédiens, c'est pour ça qu'il y a un malentendu là-dessus. C'est qu'au début, quand j'ai commencé, on disait toujours « mais mon pauvre, tu lis, c'est la lie, quoi, lire, c'est pour préparer le théâtre, quoi, c'est pas un art en soi ». Ça, ça a un petit peu changé. Mais ce que j'ai appris quand même, parce que c'est techniquement beaucoup de choses, c'est qu'on apprend sur le texte à travailler des auteurs difficiles. Donc on apprend à dire des vers, par exemple. On apprend à dire ou à jouer enfin, le texte de Racine. En tous les cas, il faut le parler et il faut apprendre à donner l'illusion qu'en parlant ce texte, il paraît naturel. Et pour la lecture, c'est un peu similaire. Donc, techniquement, il y a ce fameux rapport au texte qui est qu'il faut le désacraliser pour donner l'impression qu'on est naturel et que c'est la voix de l'auteur, quoi. Alors ça, c'est un travail très long, qui est aussi long que pour, voilà, que pour la musique. Encore une fois, il faut s'entraîner. Au début, on est faux, on est ridicule, on en fait trop. Et on ne comprend pas tout ça. Il y a tellement de contraintes chez tous ces auteurs de théâtre, déjà, rythmiques, syntaxiques, il y a des alexandrins, les vers libres, enfin bon, voilà. Et donc ça, cette base-là, si vous voulez, elle est extrêmement importante. C'est la base classique, d'ailleurs que tous les comédiens n'ont plus, toujours maintenant, mais qu'on apprend presque plus aussi avec la lecture, parce qu'on pratique des auteurs encore plus variés qu'au théâtre. Parce qu'au théâtre, on est pendant 3 mois, 6 mois avec un auteur, tandis que moi, chaque lecture que je donne, c'est en général... Enfin, j'ai un répertoire très grand maintenant, mais la combinaison des textes est souvent plus variée. On peut se demander pourquoi en France, cette activité est beaucoup moins connue qu'en Allemagne, qu'en Angleterre, éventuellement qu'à Cuba. Puisque vous savez que beaucoup dans les usines, encore aujourd'hui, de cigares, on lit pendant le travail, hein, à voix haute. Alexandre Dumas, par exemple, d'où le nom du cigare, d'ailleurs. Alors, c'est vrai, il se trouve que je suis franco-allemand, et donc je fais des lectures aussi en Allemagne, et je me suis aperçu que là-bas, c'est tout à fait normal. Il y a un nombre inouï déjà de prix d'interprétation, un peu comme des prix où des livres ont été enregistrés et ils sont primés parce que le lecteur est bon. Il y a les lectures sont parfois des lectures avec 2000, 3000 personnes. C'est une habitude nationale. Les lectures sont très, très, très courantes. Et quand vous allez dans une librairie en Allemagne, vous avez des pans de murs entiers de livres audio, alors qu'en France, enfin, ça a commencé là récemment, ça s'est énormément développé, mais il y a encore 5-6 ans, c'était un petit bac de quelques CD et on rigolait, quoi.
Donc, moi, je pense simplement que la France a du retard, un peu comme elle a eu du retard quand elle était fière de son Minitel et qu'elle a mis un peu de temps à se mettre à Internet, mais elle a rattrapé ce retard. Et je pense que c'est juste une question de temps, mais que c'est d'ailleurs en train de se développer, puisque moi-même et ma maison de production organisons un festival de lecture à voix haute à Paris qui s'appelle Livre en tête, et il en existe d'autres. Donc ça commence réellement à se développer. C'est plus quelque chose de si bizarre et inconnu qu'avant. L'autre question, c'est combien on est à faire ça? Alors là, nous, on a donc une sorte d'agence, une maison de production qui fait des événements littéraires autour de la lecture à voix haute. Et nous, entre guillemets, vendons des lecteurs, et j'en suis un, qu'on vend, comme une agence qui vend des comédiens. Nous, on vend des lecteurs pour des prestations, et on est, nous, 10-15. On a environ, voilà, un petit groupe de 10-15 lecteurs. C'est vrai que dans notre cas, c'est vraiment un métier, c'est vraiment quelque chose qu'on défend. On n'est pas comédien, on insiste là-dessus, comme je l'ai déjà expliqué, il y a une différence. Il y a, si vous voulez, après, c'est devenu un marché. Alors, beaucoup de comédiens, enfin, c'est devenu un marché, soyons relatifs, hein, un petit marché, mais enfin, c'est devenu un marché. Beaucoup de comédiens ou de compagnies de théâtre se sont rendus compte que, tiens, on pourrait vendre des lectures, c'est chouette, ça va nous rapporter quelques cachets, et donc ils s'y sont mis. Mais la démarche n'est pas la même, si vous voulez. C'est plutôt aller dans le marché qui est en cours que vouloir faire ça depuis toujours et développer tout plein de choses autour de ça. Nous, par exemple, on ne vend pas de comédiens. Voilà, donc il y en a d'une certaine manière pas mal maintenant. Et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Et la concurrence, c'est très bien, parce que plus il y a de concurrence, un peu comme dans une rue, plus vous avez de crêperies, plus si vous ouvrez une crêperie, plus vous avez de chances d'avoir du monde si vous faites de la qualité. Parce que les gens vont choisir dans la rue, ils ont envie de manger une crêpe, ils vont dans cette rue ce jour-là. Et la concurrence, moi, je trouve c'est très bien. Voilà, donc je sais pas combien on est, mais j'espère qu'on est beaucoup. Alors, c'est vrai que la question qu'on se pose souvent, c'est de quoi vivez-vous? Est-ce que ça rapporte de l'argent, etc. Et surtout, à qui vous faites vos lectures? Quels sont les clients, quels sont les spectateurs et tout ça? Alors d'abord, oui, ça rapporte de l'argent, c'est pour ça que c'est un métier. Alors ça reste aussi là, c'est moins bien payé que le cinéma, hein, on est d'accord. Mais ça peut être tout à fait honorable, ça dépend des gens qui vous engagent. Et c'est là aussi, ce qui m'a intéressé, c'est que les commanditaires sont très variés. Parce qu'ils peuvent avoir des raisons différentes de vous engager. Je vous donne quelques exemples pour que vous rendiez compte de la diversité des possibilités. Ça peut aller, par exemple, d'un truc très brillant comme la Principauté de Monaco qui va organiser son prix littéraire, le prix Prince-Pierre de Monaco, et a besoin de lecteurs pour lire des extraits des différents auteurs nominés, ou lecture privée chez la princesse du Maroc. Mais bien sûr, ça va aussi à des lectures, je ne sais pas, pour des entreprises ou des comités d'entreprise ou des syndicats qui ont besoin d'une lecture pour apaiser les débats, par exemple, ça me vient comme ça, mais ils sont là à se disputer un petit peu, pour être polis, et ils ont eu l'idée, c'est pas une mauvaise idée, d'arrêter les débats, de faire écouter une lecture et de reprendre les débats. Donc voilà, par exemple, c'est un peu bizarre, mais ou dans les entreprises, il m'est arrivé fréquemment de lire entre midi et deux, parce que les grandes entreprises comme Total ou d'autres ont des théâtres superbes, et donc offrent à leurs employés une lecture entre midi et deux. Donc ils mangent et puis ils peuvent aller écouter une lecture. Mais ça peut être aussi dans un théâtre, dans un salon du livre, chez un particulier. Il y a parfois des commandes assez étranges pour un mariage. Il y a des gens... Parce que, si vous voulez, pour le mariage, par exemple, ça pourrait remplacer un jour, c'est déjà arrivé, il y a toujours le beau-frère ou je sais pas, l'ami qui fait un discours pour le ou la mariée. Et c'est pas toujours très réussi. Et parfois,
ils ont eu l'idée de faire venir, de me faire venir pour lire un texte. Donc c'est des textes qu'on choisit ensemble, on prépare, voilà. Alors ça c'est arrivé. Ce qui n'est jamais arrivé, ça serait pas mal finalement, c'est aussi lire à l'enterrement, parce que souvent les prêtres ratent un peu leur... Enfin, ils font ça à la chaîne, ils ont des textes tout prêts, ça colle pas toujours avec... voilà, et c'est pas toujours bien fait. Et c'est un moment important où ça serait peut-être pas mal de... Bon, mais ça, bizarrement, ça n'a pas encore eu lieu. Mais vous voyez, les contrats sont très variés. Aussi, notre maison de production, les livreurs, proposent aussi des formes qui sont assez variables. Par exemple, on a un événement qui s'appelle le bal à la page. C'est un bal entrecoupé de lectures. Donc, on attire les gens par la forme populaire, qui est le bal. Les gens sont rassurés, ils disent « Ah, bon, c'est bien, ça, on va pouvoir danser. Il y a des lectures, mais enfin bon, on danse, alors c'est bien. » Et à ce moment-là, ils vont venir rassurer et on peut toucher finalement un grand nombre parce que, vous le savez certainement, la littérature en France fait un petit peu peur. On passe pour un intellectuel, on passe pour quelqu'un de particulièrement plus instruit que les autres, alors que bon, je pense que c'est un artisanat comme un autre. Et il faut donc attirer les gens avec des événements pour eux rassurants, ce qui leur permettra finalement d'écouter des lectures qu'ils ne seraient pas venus écouter si on n'avait fait que ça. Donc ça, c'est quand vous voulez toucher un plus grand nombre et que vous voulez toucher un nouveau public, les jeunes ou des publics qui n'iraient pas à des lectures. Mais sinon, les commandes sont, comme je vous l'ai dit, extrêmement variées. Je sais pas, commissariat de police aussi, ou voilà, ou au Printemps de Bourges, par exemple, entre deux concerts. Enfin, il n'y a pas de limite, c'est assez simple finalement à mettre en place. S'il y a beaucoup de monde, il faut que la technique suive. Au Printemps de Bourges, par exemple, bah, ils ont la technique, donc s'ils peuvent jouer, s'ils peuvent chanter, on peut faire une lecture. C'est pas ça qui est compliqué pour la lecture. Le faire, c'est simple. C'est un peu comme la photo, c'est d'ailleurs aussi le problème, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut faire une photo. Mais alors, être photographe, ça demande un peu plus de travail, puisqu'il faut avoir une culture, je sais pas, de la peinture, de la profondeur de champ, de l'histoire de la photographie, qu'est-ce que c'est le cadrage, le cinéma, enfin bref. Voilà. Donc, lire à voix haute, c'est très facile, d'où une concurrence rapide, mais le faire vraiment bien demande une formation poussée, sérieuse et classique, et comme pour la musique, du temps, avant qu'on fasse un bon artisan. Alors, ce qui se pose souvent comme question, c'est qu'est-ce qu'on peut bien lire aux différents publics que nous rencontrons. Tout d'abord, justement, ça dépend du public qu'on a. Par exemple, si vous êtes, je dis n'importe quoi, dans un camping, ça arrive rarement, mais supposons vous êtes dans un camping où vous devez lire des textes, vous n'allez pas commencer par lire une heure de la recherche du temps perdu de Proust. On va attirer les gens par des choses peut-être simples, faciles d'accès, mais de qualité, de bonne facture littéraire. Je sais pas, ça peut être les sublimes paroles des Idioties de Nasreddin, ou en tout cas plutôt des textes courts. Et peu à peu, on va les rassurer que le fait de lire à voix haute, c'est pas grave. Et une fois qu'ils sont là et qu'ils écoutent, on peut passer à autre chose. Ça, c'est quand on est libre de lire ce qu'on veut. On vous a engagé pour faire la lecture, ce que vous voulez. Ensuite, on peut vous demander autour d'un thème. Par exemple, ça peut être pour un prix littéraire. Alors, ça, c'est pas un thème, mais c'est par exemple des livres bien précis. Et vous allez devoir choisir des extraits de ces livres. Donc, le travail aussi du lecteur. Enfin, en tout cas, moi, je demande toujours à choisir moi l'extrait, parce que c'est mieux, parce que je me rends plus compte de ce que ça va donner. Et vous avez donc un temps très court pour lire un extrait du livre, pour le faire découvrir. Et ça, c'est vrai que je suis toujours surpris, mais en France, on parle plus des livres qu'on ne les fait entendre, tandis que pour la musique, le cinéma, pour n'importe quoi, on montre des images, on fait écouter le son, et il n'y a que pour la littérature qu'on ne fait qu'en parler. Alors ça aussi, c'est donc l'occasion, dans ces cas-là, de faire découvrir ce qu'est le livre, ce qu'il contient, quoi. Et je disais tout à l'heure, il y a les thèmes, donc on peut avoir des thématiques. Alors ça, soit je peux en proposer, ça peut être des thématiques très larges, comme l'amour, le polar, l'aventure, mais ensuite,
il y a des demandes particulières. Je sais pas, par exemple, une fois, on a vu quelqu'un qui voulait lire, qui on remettait la Légion d'honneur, et voulait donc des textes sur les médailles. Donc il fallait trouver une série de textes qui parlent des médailles, mais plutôt des histoires qu'une analyse de la médaille, vous voyez. Ensuite, ça peut être un spectacle en soi, où on décide de faire découvrir un auteur, par exemple, de lire Beckett, Proust ou Chateaubriand. Et là, on rentre dans on va dire, dans une autre dimension qui est là vraiment la dimension de la musique classique. C'est que vous allez devoir proposer au public une interprétation de ces grands auteurs en réfléchissant d'abord comment ils sonnent, quel est le rythme, et de le faire découvrir dans sa musique particulière. Et ça, c'est quelque chose, quand on écoute, qui ne se fait pas encore beaucoup en France, parce qu'il y a une grande tendance, mais là c'est peut-être un peu long à expliquer, une grande habitude en France de lire neutre. Alors, je pourrais vous expliquer pourquoi, mais je ne pense pas qu'on ait le temps. Mais en fait, la lecture neutre, ça ne fonctionne pas sur plus de 3 minutes, parce que au bout d'un moment, on n'écoute plus. C'est comme si vous demandez à Rostropovitch de jouer Bach neutre. Vous voyez, on ne voit pas pourquoi ça serait intéressant. Mais ça, à la radio, dans beaucoup de demandes, c'est encore là. Il faut lire à plat, parce qu'on prétend que c'est là que vous allez entendre mieux l'auteur. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas. C'est une théorie intellectuelle, très française, mais qui ne fonctionne pas. Parce que en public, vous faites ça, vous êtes mort. Les gens s'en vont tout de suite. Donc il faut être vivant et donner l'impression que Proust, Beckett, Chateaubriand, Villon et d'autres, ils vous parlent, comme je vous parle là. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez la même illusion que quand je vous lis Proust, que c'est parlé à vous. Alors bien sûr, il parle un peu mieux que moi, mais c'est cette illusion-là qu'on doit créer, et donc ça demande du travail. C'est vrai qu'on me demande souvent, est-ce qu'on peut tout lire? Ou alors est-ce qu'il y a des auteurs qui ne sont pas faits pour la lecture, ou on me dit même non, il y a des auteurs qui ne sont pas faits pour la lecture. Alors, bon, moi je pense que tout grand auteur, c'est-à-dire ceux qui ont inventé qui ont une invention langagière dans leur style, c'est-à-dire qui ont formulé les choses d'une nouvelle manière musicale, sont lisibles à voix haute, puisque justement il y a de la musique derrière, il y a une volonté rythmique, et que donc on peut le faire entendre. C'est pas facile, il y a des auteurs qui sont difficiles, Mallarmé par exemple est vraiment difficile, peut-être plus difficile que Proust, parce qu'il y a une complexité. Mallarmé, puisqu'il se base beaucoup sur l'anglais, enfin, Mallarmé, j'avoue que je n'ai pas encore abouti. Hein. Mais Proust, qui est déjà très difficile, ou Beckett, qui est un rythme complètement différent, ou Flaubert, dans Madame Bovary, tout est pensé sur le plan sonore. Hein. C'est fait pour la lecture à voix haute. D'ailleurs, tout le monde le sait, il gueulait lui-même ses textes dans son gueuloir. Donc, c'est fait pour être mâché, et on l'entend à l'écriture quand on lit. Alors, ce sont des auteurs qui, je pense, sont faits pour être lus à voix haute parce qu'ils l'ont voulu ainsi. Ceux qui sont pas faits, ce sont, je dirais, un mauvais auteur, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit mal. Je vais vous donner un exemple, parce que je ne vais pas faire de tort à l'édition, ils ont déjà vendu les livres. Le Da Vinci Code, par exemple, c'est en fait très mal écrit. D'abord, c'est mal écrit, c'est mal traduit, et à le lire à voix haute, c'est là qu'on se rendrait compte que c'est mauvais réellement. D'ailleurs, l'éditeur me l'avait dit, on ne peut pas vous engager pour le lire à voix haute, on ne va pas le faire parce qu'on va se rendre compte que ce n'est pas bon. Et alors là, donc, il y a des auteurs qui n'ont pas intérêt à être lus à voix haute parce qu'on entendrait le néant qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est à mon avis. Et puis il y a parfois des auteurs très simples, des auteurs populaires, très sympathiques, mais qui écrivent en fait très bien, ou qui ont l'air simples. Par exemple, Raymond Gary, Romain Gary, qui écrit de manière très simple en apparence,
Mais cette simplicité est une finesse, ça coule, c'est rythmé, etc. Bon, ça paye pas de mine comme ça quand on le lit, comme ça visuellement, mais après on s'en rend compte en mâchant les mots. Hein. Il y a des textes que j'ai pas envie de lire. Alors, c'est-à-dire que c'est des textes que j'ai déjà lus et je sais que j'ai pas envie de faire. Enfin, par exemple, j'aime pas Philippe Delerme. Je trouve ça. Je l'ai lu en sa présence d'ailleurs, mais je trouve ça vraiment. Je trouve ça pauvre. Je crois pas à cette simplicité-là, vous voyez. Et puis, en même temps, il n'a pas besoin de moi pour vendre ses livres. Donc, il y a des auteurs comme, je sais pas, Marc Lévy, Anna Gavalda, je dis n'importe quoi, les pauvres, je n'ai rien contre eux, ou Jean d'Ormesson. Ils n'ont pas besoin d'un lecteur pour vendre des livres ou de faire découvrir. Les médias font suffisamment, ou Christine Angot, hein, que je ne trouve pas que ce soit quelque chose de très intéressant, mais et même le fait qu'elle n'a pas besoin d'un lecteur, d'abord elle lit elle-même, elle n'a pas besoin de quelqu'un pour faire découvrir ses livres, et puis je préfère faire découvrir des auteurs méconnus, ou qu'on connaît peu, ou qui ne se mettent pas en avant, ou qui ne passent très mal dans les médias, qui ne savent pas parler dans les médias, qui ne savent pas s'habiller pour se présenter dans les médias. Et bien, lire leurs livres, ça peut être plus intéressant. Donc, je pense notamment, puisqu'il faut des noms, un auteur qui s'appelle Philippe Garnier, qui est édité chez De Noël. Il a écrit quelques livres. J'ai découvert ça cet après-midi et c'est vraiment extraordinaire, par exemple. C'est un auteur, c'est un monde à part. Ouais. Une lecture se termine de deux manières. Soit vous faites un bide, soit vous avez un succès. Enfin non, il y a aussi l'indifférence, mais ça c'est évidemment le pire. Mais dans ce cas-là, on arrête le métier. C'est pas... on va dire, il m'est arrivé effectivement d'avoir des gros bides. Je crois que ça arrive... Il n'y a pas d'artiste à qui ça n'arrive pas. Et j'ai souvenir effectivement d'un truc assez cuisant. J'étais à Antibes et j'étais avec mon ami de l'époque qui me dit « Viens, tu vas faire une lecture dans un des restaurants pour Noël. Ils seront contents de le faire. » Alors, effectivement, je propose et ils étaient ravis qu'ils puissent proposer une lecture pendant le dîner. Et là, c'est vrai que c'était une catastrophe parce que j'ai d'abord, mal choisi mon texte. J'ai lu un texte de Villiers de l'Isle-Adam et je n'avais pas fait attention à qui il y avait dans la salle. Et c'était notamment les employés d'un magazine porno qui étaient là pour fêter Noël et dont je ne connaissais pas le métier, mais c'est vrai qu'ils en étaient tellement effrayés de cette lecture, d'abord je pense agressés, et qu'ils se bouchaient les oreilles. Alors bon, ça je peux dire que c'est un bide, oui, parce que si les gens se bouchent les oreilles, c'est que là vous avez atteint le sommet de quelque chose. Et bon, après, les réussites, c'est vrai qu'on garde pas mal de bons souvenirs, c'est plus personnel. Les bides sont plus drôles à raconter. Hein. Raconter comment ça marche bien, ça n'intéresse pas grand monde. Mais notamment, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que je fais depuis quelques années des masterclass de lecture, c'est-à-dire où je lis des textes et je commente, je fais un peu comme ici, c'est que j'explique comment je vais interpréter le texte et ensuite je l'interprète. Et je fais ça dans le 20e arrondissement, dans une salle dans la rue Saint-Blaise. Dans un théâtre, et il n'y a que des gens du quartier. Enfin, il y a un mélange de gens du quartier, donc assez pauvres, parfois des gens qui n'aiment pas la lecture, et qui viennent simplement parce qu'il y a un grand travail dans ce théâtre de proximité du quartier. Donc on fait venir les gens, on leur dit « essayez, venez ». Et peu à peu, j'ai créé un lien avec ces gens, je leur parle. Je crois qu'ils viennent parce qu'ils m'aiment bien. Et du coup, je leur lis ce que je veux, et que ce soit Proust ou un polar ou n'importe quoi, ils apprécient et ils écoutent de mieux en mieux. Et c'est peut-être eux qui ont la plus fine connaissance de ce que peut être une bonne interprétation ou non. Et ça me fait plaisir chaque semaine où je vais là-bas. Ça, c'est pour moi encore aujourd'hui une grande réussite et j'espère continuer.